Tout le monde s'accorde à dire que Tony Kroos est un génie. Mais si l'on est honnête, au premier abord, on ne le perçoit même pas. Il n'est pas rapide, il ne dribble pas. Il semble presque trop calme. Alors, je voulais le voir écrit noir sur blanc. Je voulais absolument trouver la preuve irréfutable dans les chiffres. J'ai donc fouillé méticuleusement les bases de données des 10 dernières années. Et c'est là que je suis tombé sur cette statistique très particulière. Il s'agit de l'élite, des tout meilleurs passeurs du monde. Et je m'attendais à trouver Kroos tout en haut, seul au sommet. Mais je n'ai pas trouvé ça. Regardez ça. En haut à droite, c'est Rodri. Il a effectué près de 20 000 passes, avec un taux de réussite dépassant les 91%. C'est le roi des statistiques. Et Kroos, il est là. Il est en dessous de 90% de passes réussies, avec un volume de jeu inférieur à celui de Kimmich, se situant au même niveau que Busquets. Ne vous méprenez surtout pas, c'est une très bonne chose. Non, c'est même de la classe mondiale. Mais si l'on considère les géants absolus de ce sport, cela reste une moyenne purement statistique. Absolument rien dans ce point ne laissait penser à un talent hors du commun, un talent générationnel. À ce moment précis, j'ai eu envie de supprimer purement et simplement l'enregistrement de cette vidéo. Les données chiffrées indiquaient qu'il n'était qu'un joueur parmi tant d'autres, mais ce sentiment indéfinissable ne voulait pas me quitter. Alors, j'ai entrepris de comprendre ce qui nous échappait ici. J'ai creusé plus profondément, bien au-delà des feuilles Excel, et je me suis plongé dans le jeu. Et j'ai réalisé que, même si nous disons tous qu'il est de classe mondiale, il est en réalité tellement meilleur que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il faut absolument que je vous montre ça. Pour comprendre exactement pourquoi le graphique présenté en introduction est si trompeur, nous devons procéder à une remise à zéro totale. Il nous faut revenir à une période où la situation semblait encore parfaitement maîtrisée pour Tony Kroos. Remontons en 2013, l'année où le Bayern Munich réalise l'exploit historique de remporter le triplé. Ils détruisent absolument tout sur leur passage. Et sur le banc de touche, on retrouve l'entraîneur Jupp Heynckes. Cela est crucial car Heynckes était une figure bien plus importante qu'un simple entraîneur pour Kroos. Il était en réalité son mentor, son guide. C'était l'homme qu'il avait repéré des années auparavant lors de son prêt au Bayer Leverkusen et qu'il avait véritablement façonné. Avec Jupp Heynckes, Kroos était assuré de sa place. Il était un titulaire indiscutable, une certitude. Mais l'entraîneur Heynckes a décidé de quitter le club. Pep Guardiola arrive, et soudain, un vent différent se met à souffler. À l'été 2014, des pourparlers contractuels ont lieu, et l'ambiance change radicalement. Les dirigeants du Bayern regardent Kroos et ne voient absolument pas le problème. En gros, ils lui disent « On ne te paiera pas 10 millions. Tu es bon, mais tu n'es pas irremplaçable. Tu n'es pas un Robben, passe un Ribéry. » À Munich, il était Tony, la passe latérale, celui qui s'effaçait au moment décisif et se contentait de gérer le jeu. Avait-il raison? N'était-il vraiment qu'un passager dans une équipe de classe mondiale à l'époque? Je ne voulais pas du tout y croire, alors j'ai extrait les données brutes de la Coupe du Monde 2014, le tournoi où il était censé montrer à tous qui il est vraiment. J'ai donc construit un graphique pour analyser ça. Sur l'axe horizontal, j'ai placé le volume, c'est-à-dire le nombre exact de passes qu'il effectue par rencontre, et sur l'axe vertical, les passes qui cassent les lignes, les passes qui font vraiment mal à l'adversaire, celles qui brisent les défenses. Mon hypothèse de départ était la suivante. Si cette légende de la passe latérale est avérée, Kroos devrait se retrouver très haut sur le graphique, mais complètement bloqué sur la gauche. Beaucoup de passes réalisées, mais absolument aucun gain territorial effectif. Dès l'instant où nous traçons ces données, un élément particulier nous saute immédiatement aux yeux. Tout en haut de ce graphique, nous trouvons Daniele De Rossi. Cela donne l'impression d'être une véritable erreur de système. Il réalise plus d'une centaine de passes et, d'un point de vue statistique, il dépasse absolument toutes les limites. J'ai tout de suite pensé, d'accord, l'Italie était mauvaise. Mais De Rossi était-il vraiment un dieu? Mais quand j'ai zoomé, le château de cartes s'est effondré. De Rossi n'a disputé que 2 matchs. Il a eu 2 grands jours et puis il est rentré chez lui. Ça fausse tout complètement ici. Ce n'est pas une tendance, c'est purement du hasard. Donc, il faut faire le ménage. Je voulais savoir qui a vraiment façonné le tournoi, donc tous ceux qui sont partis trop tôt sont éliminés. Nous ne retenons que les joueurs ayant participé à au moins 4 matchs. L'image s'éclaircit immédiatement. Soudain, il n'y a qu'un seul homme. Là-haut à droite, Tony Kroos. Le résultat est limpide. Il n'est pas collé à gauche avec les joueurs prudents. Il est extrêmement à droite. Il combine le plus de passes et le deuxième plus grand nombre de ruptures de ligne, ce qui signifie qu'il fait exactement ce que le Bayern prétendait qu'il ne pouvait pas faire. Il ne gère pas le jeu. Il le fait avancer agressivement. Mais il y avait une autre chose qui me dérangeait, le deuxième grand préjugé qui lui collait à la peau à l'époque. Kroos disparaît quand ça chauffe ou qu'il ralentit le jeu. Les dirigeants du Bayern avaient-ils peut-être raison sur ce point? Était-il bon avec le ballon, mais invisible quand l'adversaire presse? Pour le vérifier, on ne peut pas se fier aux passeurs. Nous devons nous pencher sur les temps de pause. J'ai donc créé un graphique que je n'avais jamais vu auparavant. Il mesure le silence. En d'autres termes, combien de temps s'écoule en moyenne avant que le joueur ne repasse le ballon. C'est important, alors faites attention une seconde à la façon dont nous le lisons. Sur un axe, nous avons la médiane. C'est l'état normal. Ça nous dit comment ce joueur est généralement impliqué. Mais sur l'autre axe, nous avons la moyenne. Et celle-là est brutale, parce que la moyenne pénalise les valeurs aberrantes. Si un joueur disparaît pendant 10 minutes et devient invisible, cette valeur monte en flèche instantanément. Donc pour nous, cela signifie que les joueurs situés ici en haut à droite, avec une médiane et une moyenne élevée, sont considérés comme des événements. Ce sont des attaquants ou des ailiers. Ils attendent le ballon indéfiniment, puis ils font une seule action et attendent de nouveau. Ils ne font pas partie du jeu. Les joueurs qui errent d'ici au milieu
inconstants mais performants, sont dangereux. Ils sont généralement là, mais ils ont des phases où ils disparaissent complètement, où la pression les sort du match. Et maintenant, on cherche Tony Kroos. S'il venait vraiment à disparaître, sa valeur moyenne devrait être considérable. Les pénalités pour ces décrocheurs devraient apparaître. Mais quand je l'ai cherché, je l'ai trouvé tout en bas à gauche dans la zone extrême absolue. Médiane 32 secondes, moyenne 65 secondes. Statistiquement, ce n'est fondamentalement pas normal. Une médiane basse signifie que le jeu le traverse constamment, mais la moyenne basse est le vrai coup de massue. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Il n'y a pas de phase où Kroos est absent pendant 5 minutes. Que ce soit à la première minute ou à la 90e, qu'il soit en tête ou mené au score, mathématiquement, le ballon lui revient presque comme un mécanisme d'horlogerie. Ce n'est pas un événement ponctuel comme un attaquant, c'est le métronome. Le jeu ne peut même pas se dérouler sans son influence. Il impose son rythme à tout le tournoi sans prendre une seule pause. Et c'est là qu'il m'est apparu clairement que l'accusation selon laquelle il disparaît n'est pas une option, c'est un mensonge mathématique. D'accord, nous avons vu qu'il joue vite et qu'il se projette vers l'avant, mais j'étais toujours un peu sceptique. Peut-être que ce n'est qu'un jeu de passes courtes au milieu de terrain. Pour devenir champion du monde, il faut aussi savoir inverser le jeu. Alors, dernièrement, j'ai examiné les passes diagonales, les longs ballons d'un côté à l'autre, et c'est là que la différence entre Bon et Kroos devient vraiment visible. Regardez cette barre. C'est Fernando Gago. Dans ce tournoi, statistiquement le deuxième meilleur milieu de sa catégorie. Il réalise 14 diagonales, c'est la référence pour un tournoi réussi. Et maintenant, on enchaîne avec Kroos. Il a 32 ans. Laissez-moi vous faire réaliser cela un instant. L'écart entre le premier et le deuxième est de 18. Cela signifie que Kroos à lui seul a presque joué autant de passes diagonales que le deuxième, le troisième et le quatrième réunis. C'est complètement absurde. Pendant que tous les autres essaient de trouver des failles, Kroos détruit toute la structure de base d'une seule passe. C'est probablement exactement ce qui manquait au Bayern à l'époque. Ils attendaient le spectacle, le show, les actions d'éclat, mais quand on regarde ces graphiques, on voit la vraie raison du titre mondial. Kroos a rendu le terrain immense pour l'Allemagne. Il a simplement décidé où le match se jouerait, et cette domination précise manquait pour le retenir à Munich, mais c'était suffisant pour devenir champion du monde. Après la finale, Tony Kroos ne reprend pas l'avion pour Munich. Il s'envole ici, à Madrid. Et le montant de ce transfert est étrange, 25 millions d'euros. Je veux dire, si l'on compare cela aux autres transferts que le Real Madrid a réalisés durant cet été-là, James Rodriguez, le joueur emblématique de la Coupe du Monde. Ils ont versé 75 millions pour son transfert, ce qui représente 3 fois plus. Comment est-ce possible ? J'ai regardé la situation de plus près à l'époque, et la vraie raison, c'est en fait les petits caractères. C'était son contrat. Il ne lui restait qu'un an de contrat. Le Bayern ne voulait pas le payer, donc il était quasiment à vendre. Pour le Real Madrid, James était le Galactico pour le spectacle. Kroos, c'était l'occasion rêvée, celle qu'on ne laisse jamais passer. Mais ce qu'ils ignoraient totalement à ce moment-là, en dépensant ces 25 millions d'euros, c'est qu'ils n'étaient pas en train d'acquérir un simple joueur de football. Ils achetaient, presque par pur hasard, l'intelligence, le cerveau même de toute leur stratégie de jeu. Alors, Kroos fait son arrivée à Madrid. Oui, Kroos débarque à Madrid, et il faut bien le savoir, le Bernabéu est un lieu vraiment très particulier. Ses supporters ont osé huer Ronaldo. Ils ont même hué leur propre légende, Iker Casillas. Ce public n'exige que des victoires, absolument rien d'autre. Alors, si un club de l'envergure du Real Madrid continue de vous aligner sur le terrain match après match pendant une décennie entière et vous donne la possibilité de remporter 3 titres consécutifs en Ligue des Champions, il y a une explication très simple à cela, c'est que vous êtes absolument indispensable. Je voulais comprendre ce qui le rendait si irremplaçable. Alors, j'ai revu les joueurs d'élite de notre premier schéma. Rodri, Busquets, Kimmich. Le meilleur des meilleurs. La première question que nous nous sommes posée était de savoir à quel point le ballon est en sécurité avec eux. En Ligue des Champions, chaque perte de balle est fatale, nous examinons donc le nombre de touches par perte de possession. Combien de temps pouvez-vous garder le ballon avant qu'une erreur ne se produise ? Regardez le graphique. Ici, en bas, nous voyons des joueurs de classe mondiale habituels, comme Kimmich. Ils sont autour de 50 à 60 touches. Puis, nous regardons un peu plus haut. Là, nous avons Rodri et Busquets, les joueurs de référence absolus au poste de numéro 6. Ils ont atteint presque 80. C'est le niveau que nous pensions être le maximum. Et puis, on fait apparaître Tony Kroos, et son score dépasse presque les limites du graphique. Il est à Ngaambang 14,8. L'écart est absurde. Il touche le ballon presque 100 fois avant de faire une seule erreur. Les années où le Real Madrid a remporté le titre 3 fois de suite, c'était exactement la clé. On pouvait lui passer le ballon, et peu importe la pression, le ballon était en sécurité avec lui. Et là, je me suis dit, d'accord, il ne perd pas le ballon parce qu'il ne prend pas de risque. Il joue la sécurité. Et j'ai voulu vérifier cela. Alors j'ai sorti les statistiques suivantes. La progression par perte de balle. Cela mesure la quantité de terrain que vous gagnez par erreur. Nous allons revoir le terrain.
Voici le grand groupe de joueurs d'élite, tous serrés les uns contre les autres. Et puis, on voit un joueur qui se détache réellement. En tête, Sergio Busquets. Il a l'air incroyablement fort ici. On se dit, d'accord, Busquets est le roi de la progression. Oh, Tom Bocatonps. Mais si l'on prend du recul, on constate que Busquets n'est absolument pas le leader, car bien au-dessus de lui plane majestueusement Toni Kroos. Il atteint 22,8 actions. Il fait complètement exploser les compteurs. Il joue le ballon vers l'avant plus agressivement que les autres, tout en commettant moins d'erreurs. C'est une véritable anomalie statistique. Normalement, on paie le risque avec des pertes de balles. Kroos, lui, ne paie tout simplement pas ce prix. Lorsque vous disposez de ce type de contrôle, il se passe quelque chose de vraiment intéressant sur le terrain. Vous déplacez alors de manière permanente le jeu dans cette zone où l'adversaire est mis en grande difficulté. J'ai donc analysé les passes effectuées dans le dernier tiers du terrain lors des matchs de Ligue des Champions entre 2017 et 2023. Regardez l'axe des I. Tout en haut, seul au-dessus de tous les autres, Toni Kroos. Il joue le ballon dans la zone dangereuse plus souvent que Kimmich, que Modric, que De Bruyne. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas juste une bonne période. Si vous regardez le classement historique de la Ligue des Champions, de tous les temps, il est toujours au sommet. Cela explique la domination historique du Real Madrid. Pendant que nos regards sont fixés sur les réalisations de Ronaldo ou les buts de Benzema, Toni Kroos, dans l'ombre, a pris le contrôle du match et n'a cessé de pousser l'équipe dans la zone de danger adverse. Il n'a jamais attendu que les occasions se présentent. Il a méticuleusement établi la scène sur laquelle ses coéquipiers ont pu briller durant une décennie entière. D'accord, abordons maintenant la question de la fin. C'était en 2024, l'Euro qui se déroulait chez eux. Il faut dire que le contexte était vraiment particulier. Toni Kroos avait en quelque sorte déjà tourné la page avec son maillot. En 2021, juste après la fin du dernier championnat d'Europe, il a déclaré « Ça y est, c'est terminé, je quitte définitivement la sélection nationale ». Pendant 3 longues années, il n'a joué qu'exclusivement pour le Real Madrid. Mais ensuite, juste avant le début du tournoi, l'appel est arrivé. Le retour du retour, mais avec une échéance très claire et très stricte. Je reviens, mais après ça, c'est complètement et définitivement terminé. Après ce tournoi, je mets un terme à ma carrière. J'étais vraiment très sceptique, pour être honnête avec vous. Toni Kroos a déjà 34 ans. Il n'avait plus porté ce maillot depuis 3 longues années. Normalement, ce genre de retour en sélection, ce sont de purs spectacles de nostalgie. On fait revenir la vieille légende pour l'atmosphère du vestiaire, pour l'ambiance générale, mais sur le terrain, on attend des jeunes joueurs qu'ils fassent tout le boulot. Ce que je voulais savoir, c'est si c'était pareil ici aussi. Était-il seulement la mascotte de cet Euro qui se jouait à la maison ? Alors, j'ai récupéré toutes les données du tournoi et ce que j'ai découvert à l'intérieur, c'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. Pour commencer, je voulais savoir, à quelle fréquence touche-t-il encore le ballon ? Est-ce qu'il se cache ? J'ai analysé chaque milieu de terrain de ce tournoi. En bas, les minutes jouées. À gauche, les touches. Regardez ici au milieu. Regardez cette sélection de joueurs incroyable. Nous avons Rodri, Xhaka et Reis. Ce sont les meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. Ils sont tous entre 80 et 90 touches. Et ensuite, regardez tout en haut. Il y a un point qui est complètement seul, Toni Kroos. Il est à presque 110 touches par match. Il est à des kilomètres du reste. Ça veut dire qu'il n'est pas juste là, il porte tout le jeu. Tout le jeu allemand passe encore physiquement par lui. Mais bon, je me suis dit, beaucoup de touches, c'est facile. On peut aussi faire rouler le ballon tranquillement vers un défenseur central 100 fois. C'est le piège de la Libye, dans lequel beaucoup de joueurs plus âgés tombent. J'ai donc procédé au test suivant. Je compare le nombre de passes effectuées par match avec la distance totale exacte que le ballon parcourt vers l'avant. En d'autres termes, qui joue beaucoup et qui joue loin. Normalement, on peut identifier 2 groupes ici. Les gardiens de but se situent en haut à gauche avec des longs dégagements et peu de passes. Les joueurs de la sécurité sont bien positionnés sur le côté droit. Et maintenant, il faut absolument trouver Kroos. Il est là, tout en haut à droite. C'est absurde. Il fait le plus de passes du tournoi et avec elle, il couvre près de 700 mètres de progression par match, plus que tous les autres. Ça prouve qu'il ne gère rien du tout ici. Il est plus agressif dans la phase de construction que n'importe quel jeune de 20 ans participant à ce tournoi. Jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment très impressionné, mais j'ai ensuite voulu vérifier par moi-même à quel point il est réellement dangereux. Il s'agit de la création d'occasions de but et des actions qui permettent de générer des tirs. Et lorsque j'ai finalement construit ce graphique, ma première pensée fut « Ah, le voilà donc, sans fact ». Toni Kroos est bien positionné là-haut. Oui, il est vraiment très performant. Il est au niveau de Lamine Yamal ou Kimmich, mais tout en haut, il y a De Bruyne et Eriksen. On dirait qu'il est bon, mais qu'il n'est plus le meilleur. Mais attendez une seconde, cette image est fausse. On compare des choux et des carottes. De Bruyne, Yamal, Musiala, ils jouent plus en avant. Ils se tiennent près de la surface. Leur travail consiste à faire la dernière passe. Kroos est un numéro 6. Il récupère le ballon très bas, depuis Rudiger. Alors j'ai conçu un dernier graphique pour remédier à cela. Je voulais voir qui crée du danger, même s'il a essentiellement des fonctions de défenseur. Et ça, c'est mon graphique préféré de toute l'analyse. Regardez bien la distribution. Ici, en haut à gauche, ce sont les attaquants. Beaucoup de danger, très peu de ballons en profondeur. Ici, en bas à droite, ce sont les défenseurs. Beaucoup de ballons en profondeur, mais aucun danger. C'est logique, c'est l'ordre du football. Et puis, il y a Toni Kroos, là, complètement seul au milieu du terrain. Il défie carrément toutes les lois de la physique du terrain.
Il n'a pas besoin d'avancer pour être dangereux. Il reste en retrait et lance des touchdowns comme un quarterback. Et ça me dit que ce dernier tournoi n'était pas une tournée d'adieu. C'était la preuve que son jeu ne prend pas une ride. Il n'a pas besoin de jambes rapides. Tant qu'il a le ballon, il dicte les règles jusqu'à la toute dernière minute. Vous rappelez-vous de ce graphique que nous avons vu au début, celui dont on a presque douté s'il était vraiment si unique? Nous avons constaté que depuis 2017, les indicateurs ont évolué. Des joueurs comme Rodri ou Kimmich ont désormais rattrapé leur niveau. Statistiquement, ils font désormais un nombre de passes tout aussi élevé avec des taux de réussite tout aussi hauts. Sur le papier, on dirait que le football moderne a rattrapé Toni Kroos, mais après cette analyse, nous savons que ce n'est qu'une illusion. Le football a appris à reproduire les chiffres. Les académies produisent maintenant des joueurs qui peuvent faire 100 passes par match. Mais ce qu'aucune statistique mondiale ne pourrait copier, c'est ce qui se passe entre les chiffres. J'ai découvert 3 éléments qui le distinguent de cette nouvelle élite. Le premier de ces éléments, c'est le rythme. D'autres joueurs ont le ballon. Kroos a la possession. Le système lui revient mathématiquement encore et encore, sans pause, sans interruption. Deuxièmement, l'espace. On a vu les ballons en diagonale. Il ne gère pas le jeu dans les petits espaces. Il rend le terrain immense. C'est lui qui décide où le jeu se déroule. Et troisièmement, le prix. C'est le point le plus important. Rodri, Kimmich, Rice, ils sont tous des joueurs de classe mondiale, mais ils coûtent parfois un ballon à leur équipe quand ils prennent des risques. Kroos a brisé cette logique. Il produit un rendement offensif maximal, sans en payer le moindre prix. Il prend des risques, mais sans jamais créer de chaos. Quand on le voit à la télévision, son jeu paraît souvent peu spectaculaire. Il transpire à peine, presque jamais. Il ne tacle pas, il ne sprinte pas, et c'est précisément là que réside toute la supercherie. La carrière de Toni Kroos est l'histoire d'un joueur qui ne ressemble jamais à une superstar typique, mais il contrôle les équipes pour qu'elles jouent comme des champions. Quel joueur devrais-je passer au crible la prochaine fois? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Ciao et on se retrouve la prochaine fois. Say quoi Knez, Watts.